Voilà, on aborde donc la dernière partie de ce cours consacrée à la régulation du complément et un petit résumé de l'ensemble. Donc comme je l'ai dit à la fin de la partie précédente, le complément est un système qui peut s'emballer facilement avec des cascades d'amplification qui peuvent détruire des cellules et tuer l'individu. Donc vous verrez de nombreux processus pathologiques dans lesquels cela peut être le cas. Il est donc essentiel de contrôler étroitement l'activation du complément à plusieurs niveaux. Alors, voici un premier niveau de contrôle qui se fait tout au début de l'activation de la voie classique. Il s'agit d'une protéine qu'on appelle inhibiteur de C1 estérase, C1-in en résumé. C'est une protéine qui contribue à maintenir à l'état non activé, non catalytique, les sérines protéases C1R et C1S. Et il faut réellement que C1Q soit fixé à ces ligands pour que cet inhibiteur s'en aille et que l'activité enzymatique puisse se révéler. Alors c'est important de parler de cet inhibiteur, c'est un peu particulier, non pas tellement pour son rôle dans la cascade du complément, mais parce que c'est un inhibiteur qui a plusieurs fonctions. Il va intervenir dans d'autres cascades moléculaires, je dirais, notamment au niveau de la cascade des calicréines, au niveau de la coagulation, et donc un déficit génétique d'inhibiteur de C1-stérase, qui est un phénomène relativement fréquent, aboutit à des conséquences diverses autres que celles du complément. Alors reste, si je puis dire, reste associé au complément le nom, puisque quelle que soit la cascade au sein de laquelle il agit, cet inhibiteur a le même nom qui est inhibiteur de C1-estérase en référence au complément. Par ailleurs, les personnes qui ont des déficits de cet inhibiteur auront souvent des concentrations réduites de C4 et de C2, mais les conséquences cliniques, que vous verrez dans d'autres cours, sont plutôt liées à une activité anormale de la cascade des calicréines avec production d'un médiateur vasodilatateur qui est la bradykinine. Nous en parlerons dans le cours de l'année prochaine. Indiscutablement, le niveau clé qu'il faut contrôler, c'est tout ce qui tourne autour du clivage de C3 en C3A plus C3B, c'est-à-dire la constitution et l'activité des C3 convertases de la voie classique et de la voie alterne. Alors, par exemple, pour la voie classique, on a une protéine soluble qui se lie à C4 et qui va ainsi l'inactiver, la C4 binding protéine. On a des protéines membranaires qui vont aller accrocher le C4b et ainsi empêcher que le C4b ne participe à la formation de la C3 convertase. C'est le fameux récepteur qu'on a vu dans le dernier cours et qui joue un rôle dans l'opsonisation. Ici, il joue un rôle dans la protection de la cellule contre les effets néfastes du C4b. Dans l'opsonisation, c'est la reconnaissance de C4b ou de C3b à la surface d'une cellule microbienne. Ici, c'est dans l'inactivation de ces mêmes molécules qui, par inadvertance, seraient venues s'accrocher sur la membrane de la cellule hôte. Il y a également une protéase qui est la protéase I, qu'on va voir dans la diapositive suivante, on peut l'ajouter d'ailleurs, qui inactive le C4b en C4d et C4c. Ça c'est pour la voie classique et l'équivalent existe pour la voie alterne. On retrouve les mêmes protéines membranaires, CR1 et MCP, qui se lient au C3b, qui, rappelons-le, est le premier constituant de la C3 convertase de la voie alterne, C3b-BB, et des facteurs plasmatiques, le fameux facteur I qu'on vient de voir, cette protéase qui va inactiver le C3b. Et ce qui est très important, et c'est la particularité de cette voie alterne, c'est que cette protéase a besoin d'un cofacteur, qui est le cofacteur H, qui lui-même ne peut agir qu'à la surface des cellules de l'hôte grâce à l'acide sialique que ces membranes
contiennent, ce qui n'est pas le cas des cellules microbiennes. Hein, donc je répète, la discrimination voie classique, voie alterne se fait vraiment à ce niveau-ci par le fait que le facteur H a besoin d'acide sialique et que l'acide sialique, c'est surtout au niveau des cellules eucaryotes qu'on va le trouver. Donc là, vous avez la comparaison de ce qui se passe au niveau d'une cellule bactérienne avec l'activation de la voie alterne et ce qui va se passer au niveau d'une cellule de l'hôte avec le facteur H notamment, le facteur I notamment, qui vont intervenir pour empêcher cette C3 convertase de se former. Alors vous avez d'autres protéines qui vont, une fois que les facteurs, une fois que les C3 convertases ont pu se former, qui vont favoriser leur dégradation. C'est le cas notamment du Decay Accelerating Factor. Alors vous avez des facteurs de protection qui vont agir au niveau du complexe d'attaque membranaire. Notamment, je vous ai dit que ces complexes d'attaque membranaire et notamment le précurseur du MAC qui est le C5b6-7 pouvait se détacher notamment quand il s'est formé à la surface d'un complexe humain acellulaire. Il pouvait se détacher et donc se trouver sous forme libre et aller se planter dans des cellules voisines qui sont pourtant innocentes, hein, innocent bystander lysis. Eh bien, une protéine plasmatique, qui est la protéine S ou vitronectine, va aller en quelque sorte se fixer à ces complexes libres en empêchant qu'ils n'aillent détruire d'autres cellules comme notamment des hématies. Une autre protéine importante, c'est la protéine CD59. Hein, vous avez dans l'ancien diaporama, si vous y avez accès, elle est parfois qualifiée de HRF, faisant référence au fait que ce sont des protéines qui sont spécifiques dont la fonction est spécifique d'une espèce et pas d'une autre. Ceux que ça intéresse pourront me poser la question pour aller plus loin, mais peu importe. Cette CD59 est une protéine membranaire fixée par un ancrage glycosyl-phosphatidylinositol qui est symbolisé par ceci et qui va, si par malheur un complexe C5b678 vient s'ancrer dans une cellule, qui va empêcher la formation de la couronne de C9 et ainsi limiter la formation de ces pores, de ces perforines qui sont dangereuses pour nos cellules. Vous entendrez parler de CD59 notamment dans votre cours d'hématologie, puisque dans des phénomènes tumoraux, vous avez des clones de cellules leucémiques qui n'expriment pas le CD59 et qui sont donc ainsi sujettes à des phénomènes d'hémolyse. Un petit résumé de tous ces facteurs de régulation sur lesquels je ne vais pas revenir ici. Et maintenant, 2-3 dias de résumé avec les principales fonctions du complément. Ça, c'est évidemment important et vous devez le retenir, y compris pour les examens multidisciplinaires où vous n'êtes pas à livre ouvert. La lyse, bien évidemment, qui va surtout s'exercer sur certaines bactéries à gram négatif comme les méningocoques par exemple, mais qui peut aussi s'exercer contre des virus enveloppés, le virus du sida, le SARS-CoV-2, etc. L'opsonisation, hein, donc une bactérie recouverte de C3b, de C4b va être beaucoup plus facilement phagocytée grâce au récepteur CR1 qu'on va trouver sur nos cellules phagocytaires. L'élimination des complexes humains. Et là, les globules rouges jouent un petit peu un rôle de transporteur des complexes humains grâce à leur récepteur CR1 et vont aller les apporter dans les organes qui sont chargés justement d'analyser les globules rouges, d'éliminer les globules rouges sénescents, etc. Le foie et la rate qui sont directement branchés sur le sang, où les cellules phagocytaires vont décharger les globules rouges des complexes humains et les y détruire. On pourrait ajouter à ceci également la clairance des cellules apoptotiques. L'initiation des réponses inflammatoires.
Donc tous ces petits facteurs solubles vont diffuser loin du site initial d'activation du complément et faciliter le recrutement par chimiotactisme des cellules de la défense naturelle, leur adhésion à l'endothélium, leur migration, leur activation, etc. On les qualifie d'anaphylatoxines. Euh, la dégranulation des basophiles et des mastocytes, que vous verrez dans les phénomènes allergiques notamment, est puissamment déclenchée par ces anaphylatoxines. Alors évidemment, une fois que les anaphylatoxines ont été produites, il faut les inactiver et c'est une enzyme très importante qu'on appelle la carboxypeptidase qui va retirer la partie N-terminale de ces peptides en leur enlevant ainsi toute leur activité. Voici ce qui termine la troisième partie de ce cours et je vous souhaite une bonne étude.